Le doc, tu me connais Nicolas, j'aime pas rester dans le même couloir de nage et j'aime bien surtout avoir des passerelles entre mes passions. Le football m'a tout donné et me donne encore beaucoup de choses. Je regarde tous les week-ends des matchs, j'écoute l'after, je suis toujours aussi passionné par ce sport. Et en fait, le déclic est venu lors d'une discussion avec un grand joueur de l'équipe de France Oui. qui joue dans un grand club. On parlait, on racontait nos vies parce que c'est vrai que depuis que j'ai quitté le foot, les joueurs me parlent beaucoup plus parce qu'ils ne Évidemment. disent plus que je vais donner les infos, etc. Donc il y a un lien de confiance qui parfois pouvait être dur à garder. Bah là, il existe et des grands joueurs m'appellent juste pour prendre de mes nouvelles et moi j'appelle certains grands joueurs et on parlait de ce qui était arrivé à Vinicius Junior. Et on parlait de ce qui lui était arrivé, les insultes qu'il avait reçues, les humiliations qu'il avait reçues. Et à la fin de l'entretien, au bout d'une demi-heure, quand on a laissé tu vas bien, ta femme va bien, tes enfants, naninana, au bout d'une demi-heure, il me dit mais tu sais, Momo, en fait, quand je marque un but, quand je fais un grand match, quand j'obtiens un penalty, je suis un Français et je suis un grand joueur de mon club. Et en revanche, quand je rate un penalty, quand je prends un carton rouge, quand je fais un mauvais match, je redeviens un noir. Et en fait, ça m'a bousculé parce qu'il me l'a dit, Nicolas, avec un ton très calme. Là, on parle d'un joueur en activité de l'équipe de France. Avec un naturel. Mais un naturel comme si c'était normal, en fait, Ricardo. Il m'a dit comme si c'était basique. En fait, il m'a dit, je redeviens un noir sur les réseaux sociaux. On me traite de sale noir, on me traite de négro. Et en fait, il me dit, je redeviens un noir pour tout le monde. Et en fait, le fait qu'il s'essentialise, le fait qu'il se dise, je suis juste un noir auprès de certaines personnes quand je suis mauvais, ça m'a touché. Et après, on a fait une chronique dans cet avou sur Vinicius Junior, sur ce qui lui est arrivé. La chronique a cartonné sur ce qu'on appelle la courbe d'audience, c'est-à-dire que la courbe est montée. Les gens sont restés et ont même regardé la chronique. Et sur les réseaux sociaux, ça a cartonné. Et je me suis donc dit, on est prêt à en parler et on est prêt à en parler librement sans pour autant se tirer dessus, sans pour autant se dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un autre. C'est pas un documentaire d'extrême gauche, c'est pas un documentaire de gauche, c'est pas un documentaire de droite, c'est pas un documentaire d'extrême droite, c'est un documentaire qui fait une photographie et je suis très fier que vous l'ayez tous vu parce que ça me touche beaucoup. Photographie d'un racisme endémique, actuel, mais qui ne donne pas de ces quelques années de Vinicius au Real Madrid, depuis plusieurs décennies bien sûr, un problème récurrent. T'es remonté dans ton documentaire aux années 80 notamment. Basile Boli est un témoin fort de ton documentaire décrit dans le stade, je rappelle formé à Auxerre, qui revient un jour avec le maillot de l'OM à la Baie des Champs, alors qu'il était jeune espoir adulé à Auxerre à l'époque. Il revient avec le maillot de Marseille et là il prend une vague de cris de singes qui descend du stade. C'est-à-dire que les mêmes qu'il applaudissait quelques mois avant finissent par l'insulter selon la couleur de sa peau. Ça, c'est ce qu'il te raconte. Et quand il revoit les images dans le doc, ça remonte à la surface, il est extrêmement ému. Oui, c'est un moment très émouvant pour lui parce que, en fait, ce qui est assez incroyable, je ne sais pas si Nicolas, toi tu connais, ou Walid, je ne sais pas si vous avez souvent discuté avec Basile Boli, mais en fait, il rigole toujours. Il n'y a jamais de moment. C'est un jovial. C'est un jovial. Il est tout le temps gai, il est tout le temps joyeux et il n'aime pas parler des mauvais moments de sa vie. Et en fait, au fil de la discussion, au fil de l'entretien, au fil de l'interview, il me dit, mais il s'est rien passé. J'ai eu du mal à le convaincre. J'ai eu du mal à le convaincre de parler. Je lui dis, mais parle pour tes enfants, parce qu'il a des enfants. Je lui parle pour la future génération. La transmission. Je lui dis, parle pour eux. Et là, il me dit, non, mais je suis pas. Il m'est rien arrivé. Il m'est rien arrivé. Et je lui dis, mais attends, mais moi, j'avais le souvenir de ce match au Auxerre. Et donc là, je lui prépare l'entretien. Je lui dis pas ce qui va se passer. Il me dit, on commence l'entretien. Je lui dis, quand est-ce que tu as vécu le racisme pour la première fois, quand tu étais enfant, dans ta vie, etc. Il me dit, non, j'ai pas vécu le racisme. Il a grandi à Montfermeil. J'ai pas vécu le racisme. Je suis arrivé au Auxerre, tout allait bien. Et je lui dis, ok, et ça. Et là, je l'ai découpé. Il est cassé en deux, il est divisé. Mais en fait, il me dit. Mais c'est aussi ça le problème, c'est que les anciennes générations ne communiquaient pas du tout sur tout ça, contrairement justement à Vinicius qui quand même vient de faire condamner 3 supporters entre guillemets à de la prison 8 mois, je crois. C'est ça. C'est pas rien. Donc et moi je trouve que c'est là où on a perdu du temps quelque part dans cette lutte contre le racisme, c'est que les anciens intériorisent et tout, ne disait rien, avait quelque part honte même, et alors que plus tôt on en aurait parlé, plus tôt on aurait fait comprendre aux jeunes générations que il faut pas faire. Ça choquait moins à l'époque aussi. Mais moi je veux bien les instances avec des no to racisme. Au bout d'un moment, il faut changer de façon de faire. Justement, c'est pour ça que ton documentaire il est fort en fait, Momo, parce qu'en fait c'est pas un constat. C'est pas vraiment un combat comme on le fait aujourd'hui. C'est vraiment, tu as vraiment contextualisé en fait ce phénomène. Depuis les années 70-80, tu as mis en avant les mouvements ultra, tu as mis en avant aussi le racisme ordinaire même les joueurs. Ils n'étaient pas vraiment conscients de ce qui se passait. En fait, c'est pour ça, ils ne pouvaient pas vraiment
mettre un drapeau rouge ou alerter, parce que pour eux, c'était encore dans l'inconscient. J'ai pas spoilé le documentaire, mais quand on voit les joueurs du FC Nantes à l'époque. Alors justement, tiens, allons-y maintenant. Ça raconte assez bien à l'époque, comme le racisme ne choquait pas comme aujourd'hui. C'était un reportage Mohamed Téléfoot, signé Pascal Praud, journaliste sportif à TF1 à l'époque. Il va à la Genelière, juillet 88, c'est ça, je crois. Et voici comment il commence son reportage avec la nouvelle présumée, comme il le dit, garde noire du FC Nantes. Le FC Nantes a viré de bord depuis 2 ans, mais aussi viré de couleur. Le drapeau jaune flottait sur le championnat, puis l'avenir est devenu sombre et 6 de ses titulaires sont noirs pour effacer les nuits trop blanches de la saison passée. Boris Dieckett, défenseur. Antoine Combaré, défenseur. Eh oui, moi aussi, Thierry Bonalaire, défenseur. Marcel Desailly, défenseur. Ce que l'on voit à l'image, que vous n'avez pas à la radio bien sûr, c'est que tous ces joueurs-là, la mise en scène consistait à les faire descendre un à un d'un arbre à la Genelière, avec un masque blanc. Un masque blanc, Nicolas. Avec un masque blanc. Et dans le discours, Nicolas, sombre. Bien sûr, voilà, il y a tout le champ lexical du racisme des années 80, etc. Et j'ai discuté avec Antoine Comboiré parce que j'ai échangé longuement avec lui. Il m'a dit, Mohamed, je suis plus en poste pour l'instant parce qu'il était parti à l'époque, il est revenu à Nantes. Il m'a dit, je suis plus en poste, je veux plus en parler. Et il me dit, j'ai plus envie d'en parler. Et j'ai discuté avec un deuxième joueur qui a refusé que je cite son nom dans la promotion du documentaire. Et il m'a dit, Mohamed, c'est la pire humiliation de ma vie. C'est la pire humiliation de ma vie. Je lui dis, mais pourquoi? Parce qu'il avait conscience à l'époque? Parce qu'il me dit, j'en avais pas conscience, on m'a demandé de le faire, on m'a demandé de tomber de l'arbre comme un singe, on m'a demandé de porter ce masque blanc. Et il m'a dit, tu sais pourquoi c'est la pire humiliation de ma vie? Je lui ai dit non. Il m'a dit, parce que mon fils m'a dit, pourquoi t'as fait ça, papa? Et que dans le regard de mon fils, j'ai senti de la honte. C'est-à-dire que son fils, quand il était au collège, il a découvert cette image-là, il avait le même nom que son père, bien évidemment, et on lui a montré ça, et il a dit, mais papa, c'est quoi ça? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu tombes d'un arbre comme un singe? Pourquoi tu portes un masque blanc? Et il m'a dit, dès que tu vois dans le regard de ton fils, il me dit que toi, t'es honte, c'est quelque chose, mais que tu vois la honte dans le regard de ta progéniture, il m'a dit, c'est la pire chose qui me soit arrivée dans la vie. Et c'est une tristesse importante pour lui, et j'ai eu mal au cœur parce qu'il avait les larmes aux yeux, et je suis encore assez ému quand j'en parle, parce que ce jour-là m'a dit, je vis avec ça, et je vis avec ce truc qui me suit depuis 30 ans. Et à chaque fois, il m'a dit, t'es obligé de la montrer, je comprends. Mais il m'a dit, à chaque fois qu'elle est diffusée, on m'humilie et mon fils m'en parle. Question, t'as essayé d'appeler Pascal Praud pour qu'il revienne sur ce reportage? On a échangé avec Pascal Praud. Il m'a dit, écoute, Mohamed, j'ai plus envie d'en parler, c'est du passé, c'était notre époque. J'ai senti quand même que dans son ton, il y avait des regrets, parce que je pense qu'il a compris qu'il avait blessé, et la discussion n'a pas été plus loin. Bon. Il y a l'époque Boli, effectivement, il y a Luxonor, des phrases sont très fortes, notamment celle de Joseph Antoine Bell qui raconte les négros en tribune, va enlever ta peinture, le nègre retourne dans ta brousse, notamment, et puis tu es revenu dans notre époque, celle qu'on commente régulièrement ici. On parlait du Real et de Vinicius tout à l'heure. Tu as un joueur, c'est le seul joueur vraiment d'activité professionnelle que tu as interviewé, c'est Samuel Umtiti, époque Lecce, qui reçoit la Lazio, 1000 supporters de la Lazio, une frange des supporters néofascistes font le déplacement, et là, une vague de cris tombe sur lui, le seul Samuel Umtiti. Il t'en raconte, il est extrêmement ému quand il en parle également dans le documentaire. Oui, il est extrêmement ému parce que il joue ce match. Samuel, il a commencé cet entretien en me disant, je pensais, Mohamed, au début de ma carrière, que le racisme, à la fin de ma carrière, n'allait plus exister, que mon fils ne connaîtrait plus le racisme. Et il me dit, aujourd'hui, je suis persuadé d'une chose, j'ai connu, je vais connaître, et mon fils connaîtra le racisme. Et ça, c'est terrible. Et en fait, c'est là où on voit que ces joueurs ont quand même un énorme cœur. C'est que Samuel Umtiti, on en a beaucoup parlé sur RMC, etc. Il a connu des moments difficiles avec des galères à cause des blessures. Il est revenu avec Lecce. C'était un chemin très long après le Barça. Il est allé à Lecce, etc. Et à Lecce, il revient. Il se bat pour être titulaire. Il se bat pour avoir un corps en forme. Une très belle saison. Il fait une très belle saison. Et là, il joue ce match contre la Lazio, que Ricardo connaît très bien. Et là, dans les 1072 supporters qui ont fait le déplacement à Lecce pour ce match-là, il y en a 1000 sur 1072 qui sont identifiés comme auteurs de propos racistes. C'est ça qui est terrible. Et il me dit, l'arbitre est venu me voir en me disant, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, l'arbitre a été plutôt à la hauteur. Et là, Samuel a dit, non, mais moi, je veux continuer le match parce qu'il
il était tellement heureux de revenir, c'était son premier match de retour de blessure, qu'il s'est dit je vais aller au bout, je vais me battre et je vais tout donner. Et quand on a 1000 supporters sur 1072 qui sont auteurs de propos racistes, moi j'en ai un peu marre de ces phrases de dire mais non, mais il y en a que quelques-uns. Oui, je peux vous dire que Nicolas, on a été sur des bords de terrain, toi et moi, pendant des années. Quand on entend des bruits dans les tribunes, c'est qu'il n'y en a pas que un ou deux. Il y en a des centaines. Et en fait, Jen a raison. Quand on entend des grandes campagnes Say No to the Racism avec des grandes, du violoncelle, de la trompette, des gens qui mettent un grand panneau, qui mettent une main sur la bouche, etc., avec comme un emoji, des belles musiques, et qui te disent oui, mais il n'y a pas de racisme. Ça aussi, on l'a entendu. Un ancien président de la Fédération française de football qui devrait avoir honte Noël de ces propos qu'il a tenus. Noël Le Graët non, dit, il n'y a pas de racisme dans le football. Non, il n'y a pas de racisme dans le football. Quand en 2021, j'étais à RMC et je fais l'Euro 2021 et que l'UEFA refuse que le drapeau LGBT soit diffusé dans le stade de Budapest parce que c'est Viktor Orban, et que la Fédération française de football dit non, les joueurs d'équipe de France ne peuvent pas porter le brassard à Doha, au Qatar, pour les couleurs LGBT. Et après, on va demander, avec beaucoup de cynisme, à des joueurs de district, tout seuls dans leur stade, d'aller porter le brassard. Mais est-ce qu'on a de la face en se comportant comme ça ? Est-ce que Samuel Umtiti, le seul joueur, je disais, en activité dans ton documentaire, est-ce que tu as essayé d'en faire d'autres? Est-ce que c'est compliqué de faire parler des joueurs aujourd'hui en activité face caméra dans un documentaire en prime time sur une chaîne française? Mais j'ai passé 3 mois à négocier avec des gens et j'ai passé 3 mois à manger des râteaux. C'est-à-dire qu'on a tourné le projet a mûri pendant 6 mois. On a eu 3 mois de tournage. J'ai passé 3 mois à manger des râteaux de joueurs qui me disaient mais j'ai pas envie de faire de vagues. Tu sais frérot, si je parle, je vais me manger des messages de haine, etc. Ton documentaire, il va passer à la télévision. Je vais me faire déboîter, je vais me faire défoncer. Je te prends un autre élément, Nicolas. Dans notre entourage, on a tous des personnes homosexuelles. Tous. Dans le football français, il n'y en a aucun. Moi, j'en connais déjà 2 qui sont homosexuels et qui ont des compagnes et qui se cachent. J'en connais 2. C'est-à-dire qu'en gros, les gens ne sont pas prêts à parler d'homophobie dans le football. Les gens ne sont pas prêts. Par exemple, j'ai parlé à beaucoup de joueurs maghrébins. Je voulais parler du racisme aussi qui touche les musulmans. C'est vrai que c'est pas évoqué dans ton documentaire. Non, parce que je voulais parler du racisme qui touche les musulmans. On l'évoque un petit peu sur Oussem Aouar, qui a vécu des choses horribles à Lyon. Quand il choisit l'Algérie. Quand il choisit l'Algérie, il a vécu des choses horribles à Lyon. Et les joueurs maghrébins m'ont dit non, on n'a pas envie de faire de vagues. On n'a pas envie de faire de vagues. Et c'est presque une éducation qu'on nous a donnée. Et je dis cette pudeur, la pudeur, et tu fais pas de vagues. Et je voulais parler aussi du racisme anti-blanc. Parce qu'il commence à arriver dans le football. C'est le nier, c'est ne pas parler de ces problématiques qui arrivent, c'est faire monter les extrêmes. C'est faire monter, de mettre des œillères, de se dire non, ça n'existe pas, c'est faire monter les extrêmes. Samuel Umtiti, qui a beaucoup de courage de parler dans le documentaire, me dit Mohamed, tu sais, quand tu viens à Lyon, quand tu venais de la ruralité, et que tu arrivais dans un vestiaire où on était tous issus de Lyon ou de sa banlieue, t'as pas nos codes, on te mettait de côté. Et il me dit, mais sans le vouloir. Et après, parfois, ça pouvait être méchant. Et il me dit, c'est aussi du racisme anti-blanc qui peut exister. Et c'est Samuel Umtiti qui le dit avec beaucoup de courage. Donc en gros, tout ça, ça va permettre une libération de la parole. Et moi, je suis prêt à parler dans 2-3 ans, pas tout de suite, parce que mon 3e documentaire qui arrivera en septembre parlera pas du tout de foot, mais je suis prêt à parler d'homophobie, de racisme anti-blanc, de tout ça. Parce que c'est pas un documentaire idéologique. Tu viendras en parler ici. Tu parles du cas lyonnais, justement, dont une partie des tribunes est gangrénée par une faction ouvertement raciste au sein des Bad Goons. Attention, je ne dis pas tous les Bad Goons. Il y a la fameuse Mezza Lyon qui revendique son amour pour le néofascisme, qui fait l'apologie notamment de Benito Mussolini, comme pas mal de supporters en Italie et de la Lazio en particulier. Est-ce que tu as le sentiment, parce que maintenant il y a des dispositifs pour dissoudre des micro-groupes de supporters ouvertement racistes qui s'affichent avec des éléments qui font l'apologie du fascisme et du nazisme, que les présidents que tu as rencontrés ou que tu as contactés font tout pour faire disparaître ce genre de personnages? Non, Nicolas, je vais te raconter une anecdote et C'est le cas à Lille aussi d'ailleurs, parce que Olivier Létang est dans ton documentaire. Olivier Létang, lui, il n'a rien vu en 3 ans. Non, mais c'est le seul à avoir eu. Nicolas, je te jure, j'en parle vraiment. C'est le seul à avoir eu le courage de parler devant la caméra. Il a eu le courage et l'audace d'en parler devant la caméra. Et derrière l'entretien que vous allez découvrir à 21h, il dit j'ai demandé une enquête. Il a diligenté devant moi une enquête à ses salariés en disant mais c'est quoi ce truc-là? Parce que les gens vont le découvrir ce soir. C'est quoi cette image qu'il y a dans le stade? Et en fait, je vous raconte une anecdote que j'ai pas racontée. Je vous la donne. Un président de club, je lui ai envoyé une photo, un WhatsApp. Je lui dis est-ce que tu peux venir parler dans mon documentaire? Je te montre une photo. Il y avait un supporter dans son stade qui faisait un salut nazi et qui faisait des saluts nazis, mais vraiment plusieurs reprises dans les photos. Et là, il me dit Mohamed, j'adore ton idée, j'adore ton projet, je soutiens totalement, mais je ne vais pas venir parler. Je lui dis pourquoi? Il me dit Mohamed, ce supporter que tu me montres, il est le patron, il est le capot de ma tribune, il tient quasiment 5 à 6 000 supporters, quasiment, et il donne du travail indirectement ou directement à 500 personnes. Si je le déboîte dans une interview, si je le tacle, qu'est-ce qui se passe?
il va me brûler mon stade, il va me retourner mon centre d'entraînement. Si je le croise avec ma femme et mes enfants dans la ville, il va m'insulter au minimum, il va peut-être me taper, il va peut-être m'envoyer des gars pour me taper. Et en fait, ce président que je ne juge pas, je le juge pas, je l'attaque pas, je suis pas là. Toi, tu le juges pas. Ouais, moi je le juge pas. Il manque de courage, mais en fait, c'est le symbole de ces dirigeants qui se cachent aujourd'hui. C'est eux qui ont le contrôle, en fait. Et oui, bien sûr. T'as raison de pas le juger. Enfin, t'as raison de pas le juger. Moi, je pense qu'il faut quand même lui parler et le juger quand même. Il a une responsabilité, cet homme-là. Oui. C'est son stade, c'est son club, c'est ses supporters. Il doit protéger les autres supporters et son équipe en particulier. C'est normal. Est-ce que nous, là, qui sommes des et puis il doit nettoyer. C'est plus facile, certes, à ma place, mais quand même. Mais Nicolas, certains ont réussi à le faire. Walid, tu parles du plan Le Pro également. Mais Walid, il a la bonne remarque là, Walid. Il vient de dire il faut nettoyer son stade. Quand dans les années 90, on voit le Cup of Boulogne, où pas un arabe, pas un noir n'avait le droit d'entrer au Cup of Boulogne. On voyait des saluts nazis, on voyait des croix celtiques. Georges Weah, dernier match, c'est expliqué dans le documentaire. On voit Michel Denisot dit dans le documentaire, alors qu'il est très pudique, je n'aurais pas dû jouer ce match. Quand on voit ça, la seule idée qu'on a eue, c'est pas de nettoyer le stade, comme vient de dire, ou la tribune, comme vient de le dire Walid, c'est de créer une tribune pour les Maghrébins et les personnes d'origine africaine. C'est ça l'idée, ça va se dire ah ben non, il faut les protéger les Maghrébins et les Africains qui sont fans du PSG, on va créer le virage Auteuil. Mais à quel moment on a pris des décisions comme ça qui nous ont entraîné à ce drame de Yann Laurence en 2010 Donc ces présidents n'ont pas forcément aujourd'hui le courage, mais ils n'ont pas aussi, il faut le souligner, l'arsenal juridique. En Italie, quand Mike Maignan, Milan AC Udinese, est victime d'insultes racistes, le procureur de Udine et de Milan, je ne sais plus si c'est Udine ou Milan, dit interdiction de stade. Interdiction de stade pour les supporters qui ont insulté Mike Maignan de sale négro. En France, ça n'existe pas. On n'a pas d'interdiction de stade à vie. Voilà, c'est surtout l'impuissance des instances et de la direction. On le voit aussi, Michel Denisot, dans ton documentaire. On le sait, plein de bonne volonté. On connaît l'homme que c'est, le grand homme que c'est. Mais malheureusement, il était impuissant face à ce phénomène-là. Et il n'avait pas les clés, on va dire, juridiques pour agir. Et après, malheureusement, les cas de force majeure, malheureusement, les décès ont fait que... au niveau politique, on a attendu un mort. Sarkozy. On a attendu un mort. Nicolas Sarkozy. Le problème, Ricardo, c'est qu'on est 25 ans après, quand même. Oui. Si 25 ans après, ça n'a pas changé. Mais moi, je dis, il y a une note optimiste à la fin. On n'est pas l'Italie. On n'est pas l'Espagne. La France, au niveau du football professionnel, ça va. Mais le grand danger, c'est le football amateur. Oui, d'ailleurs, il y a un témoignage poignant. Il y a un témoignage de Kerfala Sissoko qu'il faut découvrir qui est absolument. Il a été laissé pour mort. Il a été laissé pour mort. Un an de psy. 1 mois d'hôpital, laissé pour mort, il n'arrivait pas à manger pendant 2 mois. Et surtout la Ligue, le district d'Alsace lui a mis 10 matchs de suspension. Et il a été entendu par la police avant finalement d'être relaxé parce qu'ils ont compris qu'il était victime. Donc à un moment, si ces gens-là continuent de dire il n'y a pas de racisme, on met tout sous le tapis, sous le paillasson, en fait, on ne nettoiera pas ça. Et je te raconte une anecdote, j'ai emmené mon petit neveu au stade il y a quelques années, il avait 5 ans, et je l'ai emmené au stade. Et là, à côté de moi, j'entends un mec qui dit sale PD aux joueurs adverses, sale PD, pardon, je suis désolé, mais j'entends ça, sale PD, sale PD. Et au bout de 5 minutes, je dis excusez-moi, vous pourriez arrêter parce que là, mon petit neveu, il a 5 ans. Le lendemain, ça n'a pas manqué. Mon petit neveu, il m'a dit ça veut dire quoi PD, tonton? Et il a 5 ans. Là, il y a 3 semaines, il y a eu PSG-Lyon en finale de Coupe de France. Les supporters parisiens, plutôt d'extrême gauche, plutôt antifa. Les supporters lyonnais, les deux, des deux côtés, avinés. Les supporters lyonnais, plutôt d'extrême droite, on voulait arriver aux mains. Il y a un bus lyonnais qui est brûlé. Et on parque des supporters, des familles avec les enfants sur le côté. Mais vous croyez vraiment que les supporters, ils vont vouloir revenir, les enfants? Mais on est en train de tuer notre sport. Mais il y a aussi un problème des enfants. Moi, je suis allée voir le tournoi du Val-de-Marne là récemment. Honnêtement, j'ai entendu des insultes racistes de tournoi de Montaigu, pardon. Des insultes racistes d'enfants. Parce que pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Et donc, c'était Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite. Quel âge je pense que les gosses avaient 7 ou 8 ans. Libérés comme ça, tranquille, donc comme ça, tout seul dans la tribune. Et tu les entends faire... Mais ils n'étaient pas avec leurs parents. Mais si le racisme, ils l'ont pas créé eux-mêmes. Et c'est les parents qui... Et donc, quand tu entends ça, quand tu entends ça, tu as juste envie de te dire que tu t'en sortiras jamais. Et moi, je me rappelle, il y a des années, quand Patrick Vieira était coach de l'EDS, les U21 de Manchester City, ils étaient allés jouer un match amical contre une équipe en Croatie. Ils avaient subi des insultes racistes horribles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, le coach et les joueurs, vous savez quoi? On se casse en fait. Et ils ont arrêté le match en plein tournoi et ils sont partis. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Là, du coup, il y a eu toute une prise de conscience et aussi une polémique du côté croate disant que si ils avaient quitté le terrain, c'est parce qu'ils avaient peur de perdre le match. Bon, voilà. Mais pour moi, tant que les joueurs se saisiront pas de ce problème, puisque tu parles des présidents, chacun regarde en fait son petit privilège, sa tranquillité. Mais les premiers impactés, les premiers qui se prennent les insultes racistes, c'est les joueurs. Et tant que les joueurs se saisiront pas de ce problème et que chacun aussi, pour ne pas faire de vagues, dira on fait rien. Tant que les joueurs arrêteront pas de jouer, ça s'arrêtera pas en fait.
Tout à fait. Voilà, donc ce documentaire à regarder. Et ça va entraîner le départ de joueurs. De Mohamed Bouafsi. Nicolas Vinicius, il va quitter le Real Madrid pour ça. C'est possible, c'est possible. Je rappelle, Dembaba raconte aussi dans ton documentaire que lui, il pouvait signer à la Roma en 2013. Il l'a pas fait parce qu'il savait très bien qu'il allait subir des insultes racistes. Il te dit là ou pas? Il te dit que Vinicius va pas sortir là. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous croyez encore? Il est plus du crédible sur le foot, cet homme-là. C'est fini maintenant. Il s'attaque au cinéma, vous le savez. En tout cas, s'il part du Real Madrid, ce sera à cause de ça, je pense. Non, mais Momo, vraiment pas? T'as une info là-dessus? Moi, je dis que le PSG regarde. Moi, je dis, c'est pas une info. Je te l'affirme, ça va? Je te l'affirme. C'est beaucoup mieux. Le PSG regarde Vinicius. D'accord, mais voilà. C'est plus fort que lui. Hein. Ah, c'est Jimmy Brown, sinon je peux On va ouvrir à 21h là-dessus, évidemment. Appelez-nous au 32-16. Mohamed écrit dans le stade, enquête sur le racisme dans le foot sur France 5 ce soir, et bien sûr. À voir. En replay sur la plateforme France Télévisions.